Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus pour cette nouvelle conférence. On est très content d'accueillir Marc-Antoine Ledieu avec deux titres. Le premier, c'est que il est expert sur son sujet. Le deuxième, c'est aussi que c'est un ancien de jeu. Donc, c'est toujours un plaisir d'accueillir les anciens parmi nous. Donc, on va faire une conférence ce soir sur les risques pénaux, civils et contractuels qui sont liés à la cybersécurité. Donc, je laisserai Marc-Antoine en parler, il le fera bien mieux que moi. Merci beaucoup d'être venu en présentiel et ce aussi à distance. Il y avait beaucoup d'inscrits, donc je pense que le sujet intéresse. Et puis, comme d'habitude, on fera une petite session de questions-réponses à la fin. Donc, je te laisse la scène. Et, merci Jérôme. Tout à l'heure pour les conférences, enfin pour les questions, n'importe quoi. Oui. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. En fait, je vais vous parler de trucs pas drôles, puisque quand même entre cyberattaque, malware et vulnérabilité, déjà on sent qu'on est dans l'ambiance. Et en plus, je vais vous parler de droit, donc ça devrait donner. On va voir un peu aujourd'hui comment ça se passe en responsabilité civile, pénale et contractuelle. Ça s'avère très pénible tout de suite. Donc voilà, moi je suis Marc-Antoine Ledieu, je suis RSSI documentaire, je le précise tout de suite. C'est-à-dire que moi je fais la vérification de la compliance légale pour un client, parce que je ne sais pas programmer un EDR. Donc moi mon vrai métier en fait derrière, c'est d'écrire les contrats en B2B. Voilà, ça c'est tout en BD, je vous préviens, parce que comme ça c'est plus sympa. Moi je m'occupe de blockchain, de bugs, de chiffrement, de logiciels, de malware, de tout ça. J'en ai fait ma spécialité. Donc RSSI, mais ça je ne vous fais pas l'article. De temps en temps je trouve des illustrations sympas. J'ai juste été voir un peu ce que ça faisait sur Wikipédia. Voilà, vous avez la série de bullet points, la sensibilisation des users. C'est le plus gros problème qu'on a, nous les juristes. C'est qu'on peut écrire ce qu'on veut dans les contrats. Si derrière les users ne sont pas formés, ça ne sert à rien, quoi. Donc, et puis après, ils font des conneries. Donc, c'est un problème. J'enseigne depuis un moment, outre le plaisir l'année dernière d'avoir fait effectivement la MSIE, promo 35. J'enseigne un peu à Polytechnique, je fais des podcasts sur la cybersécurité où j'essaie de donner mon avis de juriste de temps en temps quand je comprends ce qui se passe. Et toutes mes présentations sont en ligne, y compris celle-là. Moi, je travaille toujours avec de la bande dessinée et puis je fais des pictos pour essayer de rendre l'image un peu plus sympa aussi. Donc, je vais vous faire découvrir aujourd'hui 2-3 univers de BD. Là, il y en a un qui est un peu militaire, mais parce que c'est lié aux cyberattaques et au traitement militaire, la LPM, ça s'appelle les Souvenirs de la Grande Armée. C'est assez sympa. Et la deuxième, c'est la Nef des Fous. Là, pareil, où il y a des personnages qui ont des drôles d'uniformes. C'est un peu plus rigolo. Ah oui, puis il y a aussi Badlands, avec une héroïne, pour une fois, avec une sorte de western un peu bizarre. C'est très sympa. Voilà, là, vous avez les références de mon site web, mon blog, où vous trouvez cette présentation qui est consultable en ligne gratuitement, sans problème. Bon, ça, c'est les conditions d'utilisation, on s'en fout. Ça, c'est du baratin. Voilà. Alors, le plan de ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais vous faire un petit éclairage, vu côté juriste, bien sûr, sur ce que c'est qu'une cyberattaque, des malwares et les vulnérabilités. On va voir comment c'est défini ou pas dans les textes légaux et par la jurisprudence. Et ensuite, on va voir le traitement pénal, civil, c'est-à-dire la partie négligence, qui est aujourd'hui la grosse jurisprudence qui sort, et la partie contractuelle, qui est ma grande spécialité. Voilà, et si vous avez des questions après, tant que vous voulez. En fait, pour comprendre pourquoi aujourd'hui le droit rame beaucoup pour essayer d'appréhender le phénomène, c'est que moi, je travaille dans l'univers du logiciel depuis un peu plus de 20 ans, au sens juridique du terme, et en fait, moi, on m'a bercé avec le mythe de la sécurité informatique ou des systèmes d'information. Voilà. Aujourd'hui, alors déjà, on a des définitions légales qui sortent de textes principalement communautaires. Là, vous avez la directive Nice, qui a donné une loi française en 2018. Déjà, on a aujourd'hui, et on s'en sert dans les contrats, une définition de système d'information. Et pour vous le faire en grande synthèse, c'est matériel, logiciel et data. Et après ça, la notion de réseau, ça, je vous passe les détails. Réseau, c'est les réseaux qui vont servir au transport de la data. C'est le terme qu'on utilise, nous, quand on bricole nos contrats. Il y a une définition légale, mais je n'insiste pas. Voilà, cette idée reçue, c'est le côté sympa du support BD. Ce que vous allez voir en 2 slides, ça résume tout à fait. Pour moi, pendant des années, un logiciel, un système d'information, c'était ça. C'était une pièce extrêmement carrée, en pierre, c'est bien taillé, c'est propre, il y a des belles jointures, il y a une belle porte blindée. Voilà, c'est l'image qu'on en avait. Et la réalité que j'ai fini par découvrir, c'est ça, c'est qu'en fait, on met la main sur la porte blindée,
on tire à peine la porte et la porte s'ouvre. C'est même pas, ça a l'air sécurisé et en fait, c'est mieux. Les mesures de sécurité sont mieux. Et c'est ça notre plus gros problème. Et pour vous le rendre extrêmement concret, parce que c'est bien beau de faire du blabla, aujourd'hui, dans les contrats que je vois passer moi, là, je vous ai mis un exemple. Dans le préambule, c'est un contrat de IaaS, hein, donc on est en infrastructure as a service. C'est moi, entreprise, je ne veux plus gérer mes serveurs, mon truc, je délègue complètement à un prestataire qui va m'héberger ça dans un data center. Et donc, on va négocier le contrat, parce que là, on va faire du ligne à ligne, c'est un peu sympa. Et aujourd'hui, dans les préambules de ce type de contrat, vous avez ça. Vous voyez, les cyberattaques deviennent un sujet de préoccupation opérationnelle de première importance, blablabla, blablabla, blablabla. Pourquoi on met ça? C'est pour bien montrer que quand on va traiter derrière les clauses de responsabilité, les clauses techniques, ce n'est pas la peine de nous dire qu'on n'avait pas dit que le rançon logiciel ne nous faisait pas peur. Donc, on monte en pression sur la partie sécurité dès le préambule de ce type de contrat. Juste pour donner un peu de perspective, et après on va attaquer le droit pur, mais faut aussi comprendre pourquoi aujourd'hui on est assez démunis. Si on veut bien le voir à l'échelle de l'humanité, vous voyez, si vous avez Néandertal, c'est moins 400 000. La première révolution industrielle, on est à peu près en 1800. La première locomotive à vapeur qui a circulé sur un réseau ferré, c'était en Angleterre, c'était en 1815. Le téléphone, c'est une invention qui n'est pas si récente que ça. Regardez, hein, ça fait presque 150 ans, sauf qu'à l'époque, bien sûr, c'était avec des fils de cuivre, c'était de l'analogique et ce n'était pas du numérique portable comme on l'a aujourd'hui. La troisième grande étape de la révolution industrielle, c'est l'électricité. C'est l'électricité industrielle, parce que l'électricité est arrivée fin 18e, mais à un niveau industriel, vous voyez, on est à peu près vers 1900, et le développement de l'informatique derrière naissance, c'est dans les années 40, ça va être le décryptage mécanisé des machines Enigma, qui servaient à faire le chiffrement des messages du Reich, de la Kriegsmarine et de la diplomatie du Troisième Reich. Et de 1940, on en arrive aujourd'hui à ce phénomène des cyberattaques, donc en 2020-2021, où on est un peu démunis. Vous voyez, c'est juste pour avoir en une slide cette échelle de temps. On est sur un phénomène, en réalité, qui est extrêmement nouveau, parce que la première norme TCP/IP en V1, je crois que c'était 1973. Donc, c'est un phénomène qui est assez récent. Voilà. Donc, je vous ai mis nos deux slides. Voilà, cette révolution cyber-industrielle aujourd'hui, c'est les CPU d'un côté, les logiciels et les réseaux de communication électronique. On est sur un phénomène, pour lui donner un peu de perspective, qui n'a même pas 50 ans. Donc, on a développé comme des salauds sans prendre en considération la sécurité. Voilà, l'ARPANET, c'est 69, je passe un peu. Certains d'entre vous ne le savent pas, ou ne l'ont même pas vécu. Moi, je l'ai vécu. Le premier ordinateur portable, c'est à 40 ans. C'est un phénomène qui est tout à fait récent. Alors, inutile de vous dire que la sécurité, à l'époque, c'était zéro. Vous voyez, 80, le premier IBM PC, le Mac aussi, et dès 86, on a un premier virus qui a commencé à circuler et qui était sans charge utile malveillante, sans payload agressif. Donc, on est quand même en 1986, ça s'appelait Brain. Et pour faire la chronologie un peu rapide, on va partir surtout à partir de 2007. En 2007, il s'est passé un premier truc. D'abord, on a eu, c'est public, vous trouvez ça sur le web, vous faites Aurora Generator Test, vous avez filmé une attaque donc faite par des universitaires sur du matériel qui était prépositionné. C'est une grosse génératrice qui faisait 15 tonnes, c'est un gros matériel industriel, super classique. À distance, ils sont rentrés dans le firmware de la génératrice, ils l'ont modifié et vous avez le petit film. En 10 minutes, vous voyez la génératrice qui s'emballe et qui brûle. C'est impressionnant. C'est 2007. Donc, c'était la première fois où publiquement, on avait la démonstration d'un matériel, d'une attaque démontrée sur un matériel industriel extrêmement classique. 2007, la même année, on a une première cyberattaque massive contre un État. C'est l'attaque contre l'Estonie. C'était une attaque DDoS où, pendant quand même presque 3 semaines, l'Estonie a été débranchée de l'Internet. Il n'y avait plus d'administration, toute administration d'État était faite via le web, les banques en ligne, déjà, et c'était très précurseur. La presse en ligne, tout a été débranché. Donc, c'était 2007. Et c'est à l'époque où on s'est d'ailleurs posé la question, est-ce que l'Estonie étant membre de l'OTAN, est-ce que l'OTAN doit riposter?
Bon, ça a été affirmé un peu plus tard, mais à l'époque, ça n'a pas été fait. Ensuite, juste après, on a une deuxième attaque, une deuxième cyberattaque extrêmement emblématique, c'est Stuxnet. Alors Stuxnet, c'était très probablement, ça a été révélé publiquement aujourd'hui, on peut le dire, c'est l'opération Olympic Games menée par les Américains, l'État fédéral américain, avec les Israéliens qui s'en sont pris au programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran. Et voilà, je fais juste une slide pour comprendre le génie de cette attaque. Alors on ne sait pas comment le virus est rentré dans l'installation de Natanz, qui est quand même une usine qui n'est pas connectée à l'Internet, qui est à 500 mètres sous terre. Donc, c'est probablement passé via une clé USB compromise, qu'on ne sait pas si son porteur était au courant ou pas. Mais le génie de cette attaque, et c'est là où ça a commencé à faire trembler tout le monde, quand on a compris et détecté, c'est que d'un côté, l'automate de commande avait modifié le fonctionnement des centrifugeuses. Donc, il tournait un coup trop vite, un coup trop lentement, il se remplissait trop, il ne se vidait pas assez. Il y avait une série d'actions matérielles vraiment sur ces machines industrielles. Et de l'autre côté, donc c'est la partie rouge, et de l'autre côté, la partie verte, c'est que le pilote, le contrôle, le système d'information qui contrôlait le fonctionnement des automates, lui, affichait une routine comme quoi tout allait bien. Voilà. Et donc, les centrifugeuses pétaient les unes après les autres, et les écrans de contrôle montraient que tout allait bien. Et le jour où les Iraniens ont découvert qu'en fait, il y avait très probablement un malware quelque part, et bien, il y avait tellement de centrifugeuses qui avaient été endommagées qu'en fait, l'installation en elle-même a été arrêtée, et le programme a été stoppé à l'époque. Et ensuite, c'est l'histoire, et je n'insiste pas. Donc là, on est en 2008-2010, le temps que ça se fasse et que ça se découvre. Je vais vous faire un deuxième saut dans le temps. Après, on va passer en 2017, où là, on a un deuxième phénomène de cyberattaque tout à fait particulier, qui sont d'abord les affaires WannaCry. Alors, WannaCry, c'est le tout premier virus ransomware qui s'est propagé dans le monde en moins de 24 heures. Ce virus, ce cryptolocker, s'est répandu absolument dans le monde entier, multinational, services publics, partout. Ça a été un vrai tremblement de terre. Et la même année, on a eu NotPetya. Alors, NotPetya, c'était presque pareil. D'ailleurs, ça venait d'Ukraine encore, parce qu'on est dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui est un conflit militaire sur la partie est du pays, et qui est une vraie guerre cyber aujourd'hui, extrêmement active, aujourd'hui où je vous parle. Et en fait, le cryptolocker NotPetya n'était pas un vrai cryptolocker, puisque ceux qui payaient la rançon, eh bien, ne pouvaient pas obtenir les clés de déchiffrement. C'est-à-dire, dans la conception du malware, ça a été démontré, on ne pouvait pas faire de corrélation entre ceux qui payaient et la fourniture de la clé publique ou de la clé privée d'ailleurs pour déchiffrer le bazar. Donc c'était en fait un pur logiciel effaceur, c'était un wiper. Donc on est en 2017. Et pour terminer cet aperçu un peu rapide historique, là je fais un saut sur direct 2020-2021, c'est l'affaire SolarWinds. Alors, l'affaire SolarWinds, elle est intéressante parce que, je ne sais pas, non, je crois que je ne vous ai pas mis ma slide là-dessus. L'affaire SolarWinds, c'est quoi? C'est je vise le Pentagone, toutes les institutions fédérales américaines et je vais passer par un fournisseur IT. Donc, je vais faire ce qu'on appelle une supply chain attack. Je vais attaquer un fournisseur, je vais le compromettre, je modifie son code source, je recompile le code source qui va être signé par l'éditeur et ça part directement chez les clients de l'éditeur. Et tout le monde en a pris plein son système d'information et c'était très probablement une attaque des fins d'espionnage. C'était de la collecte de renseignements stratégiques et ça visait à 90% des États-Unis. On se demande bien qui était derrière. Je vous laisserai trouver, enfin, vous écoutez un peu la presse, on saura bien. C'est un peu les Russes quand même, apparemment. On peut le dire. Qui ont dit que bien sûr, ce n'était pas eux, comme toujours. Toujours 2021, pardon. Là, c'est une affaire qui n'a pas fait parler beaucoup dans la presse. Alors pourtant, c'est un vrai tremblement de terre. Ça a été la compromission des serveurs Microsoft Exchange. Alors Microsoft Exchange, c'est juste le numéro 1 de la messagerie d'entreprise dans le monde. Okay, tous les serveurs étaient compromis à un tel point que le FBI a été autorisé à patcher, pas d'initiative, mais d'autorité, les systèmes d'information compromis sur le territoire US et que j'ai vu passer dans la presse au mois de septembre dernier que l'ANSSI demandait un pouvoir d'injonction comme ça parce que notre autorité nationale de la sécurité des systèmes d'information, découvrant la compromission des serveurs Exchange, a été investiguée dans le parc
informatique français des opérateurs un peu vitaux ou essentiels, et sur 15 000 serveurs infectés, elle a eu 4% de réponse. Donc, ça a un peu énervé l'ANSSI de secouer le cocotier et de voir que personne ne bougeait. Donc, ça va mal et les opérateurs ne font pas le job derrière. Et la troisième opération qui a vraiment fait parler d'elle cette année, pas tellement sur sa technicité, mais sur le caractère public de ce que ça a donné, c'est l'affaire Colonial Pipeline, où il y a eu une véritable interruption de fourniture du carburant sur toute la partie est des États-Unis, sur toute la côte est, à un point que les gens sont mis à faire la queue dans les stations-service et des prix d'assaut. Donc, il n'y a plus qui sortent les armes et qui se battent, comme ils savent très bien le faire. Donc, ça a été un truc un peu emblématique et ça a provoqué une grosse réaction aux États-Unis chez Biden, qui est en cours de process législatif aujourd'hui. Voilà. Donc, juste pour vous donner cet aperçu rapide, et maintenant, je vais vous entraîner sur un domaine un peu plus juridique, cyberattaque. De quoi parle-t-on? Alors, ce qui est très étonnant, c'est que, en fait, la seule définition qui tienne un peu la route, c'est une définition du ministère des Armées français. Elle date de 2019, parce qu'en fait, l'ANSSI et tout ça, ils ne sont pas trop mouillés. Donc, c'est quoi une opération dans le cyberespace, une cyberattaque? C'est une action volontaire, offensive ou malveillante, hein, des fois vous ayez un doute, c'est quand même le ministère des Armées qui le dit, menée au travers du cyberespace, voilà, moi je vous proposais une définition plus juridique, pour provoquer un dommage aux données ou au système d'information. Voilà. C'est juste ça, le cyberattaque, conceptuellement. Donc aujourd'hui, nous Français, avons cette définition avec, non, je ne vous l'ai pas dit là, avec en plus une définition de la lutte informatique offensive et de la lutte informatique défensive. On a la doctrine militaire officielle française en matière de cyberattaque qui est publique et qui se trouve sur le web. Vous me demandez les références, je vous les enverrai. La même définition, un peu plus courte et vue de manière plus juridique, c'est quoi? C'est un acte malveillant. Après, on peut détailler techniquement ce que c'est de plein de manières. Oui, là, vous avez Clément XVII, le petit roi, qui va vous accompagner pas mal pendant cette presse, envers un système d'information, quel qu'il soit, votre téléphone, votre tablette, votre informatique d'entreprise, donc matériel logiciel data, via un réseau de communications électroniques. Nous, juristes, c'est ça. C'est les communications électroniques. C'est le paquet télécom de 2002, réformé par la directive de 2018, transposée en France au mois de mai 2021. Je vous passe les détails, c'est trop simple. Juste, là, pareil, une approche un peu juridique de ce que je vais vous détailler tout à l'heure. Comment nous, les juristes, on va analyser ce que c'est qu'une cyberattaque? Et bon, on va partir, là, vous ne voyez pas très bien le picto, mais là, quand vous avez la tête de mort avec les flèches qui partent, c'est vulnérabilité. En fait, tout le problème aujourd'hui de l'intrusion qui va avoir lieu dans un système d'information, c'est ce problème de vulnérabilité. Il faut que je trouve, moi, attaquant, une manière de rentrer dans le système d'information, et une fois que je vais être dedans, je vais pouvoir installer mon malware et ensuite je vais faire mon exploit, je vais exploiter mon malware ou même directement la vulnérabilité l'exécution de code arbitraire, je ne rentre pas dans les détails. Et au final, pour nous les juristes, c'est quoi? Des données. Les données, ça peut être de la data, de la donnée à caractère personnel, ça peut être du logiciel. Les données qui constituent le logiciel sont code source, éventuellement même le binaire. Du moment que c'est copié, modifié, effacé, ben là, vous êtes devant un acte malveillant envers un système d'information via une ou des vulnérabilités, une intrusion et son exploitation. Et pour le résumer à l'extrême, et c'est aujourd'hui comme ça que ça s'écrit dans les contrats business en B2B, quand on va parler de cyberattaque, on ne va pas tellement s'attacher à ça, on va surtout définir la partie vulnérabilité et la partie malware, avec la partie bug en plus, où vous allez voir aujourd'hui les prestataires, les éditeurs, les fournisseurs de services vont prendre des engagements, ça sera ma fin, mais je vous l'introduis déjà là, ils vont prendre des engagements en termes de correction de bugs à l'identique de ce qu'ils vont faire en termes de vulnérabilité de malware. Voilà. C'est comme ça que ça se dessine aujourd'hui dans le business du contrat. Alors, avant de vous attaquer la partie droit pénal, et tu me surveilles pour les horaires, hein, sinon je tiens 2 jours. Hein. Mais heureusement, vous êtes sauvés, il y aura l'apéritif avant, donc je m'arrêterai. Le problème qu'on a, nous les juristes, vous voyez sur cette slide, j'espère que c'est assez parlant, c'est un problème de qui est derrière. Parce que l'action judiciaire, le principe de la responsabilité dans un état de droit comme la France, c'est un coupable. Il faut savoir qui on accuse. Et une fois qu'on l'accuse, on lui déboule tous les chefs d'accusation, machin, et on lui fait son beau procès. Or, aujourd'hui,
le problème des cyberattaques, c'est ça. C'est les serveurs compromis, c'est le spoofing, c'est l'usurpation d'identité, pour le faire encore plus juridique que le spoofing et les rebonds sur les serveurs compromis. Mais le schéma type d'une cyberattaque qui va partir de Russie et qui va viser l'Europe, eh ben, c'est d'aller rebondir de serveur compromis en serveur compromis, de manière à ce qu'on ne puisse pas vous remonter. Et la première condamnation CNIL, pour vous montrer cet exemple et pourquoi j'ai fait la slide comme ça, la première condamnation CNIL pour un problème de fuite de données, c'était un opérateur qui a un nom de couleur, et je n'ai pas le droit de vous citer maintenant son nom, mais ce n'est pas mon client, mais même si c'était mon client, je ne vous le dirai pas. En fait, ils avaient remonté une adresse IP aux États-Unis. Ah ouais, bah c'est super. Enfin, si l'adresse IP qui est remontée, c'est aux États-Unis et qu'il y avait 5 rebonds avant, ça ne sert à rien de dire que c'est encore la faute de l'oncle Sam. Et puis après tout, Trump, il n'est plus président, donc on ne va pas l'accuser pendant 30 ans encore. Donc la JT du bocal est en partie. Malheureusement, le phénomène continue. Donc, si déjà techniquement, on a un problème pour identifier d'où ça vient, il est sûr qu'on ne va pas savoir qui c'est. Et ça, pour nous, les juristes, c'est un énorme problème. Et en fait, le problème, il est donc ce problème de localisation de l'attaquant, la réalité de la localisation qui est falsifiable. Donc déjà, c'est un problème. Ensuite, on a le problème de l'identification. Alors, l'identification, c'est quand on parle d'identification, vous entendez identité. Hein, on n'est pas en authentification au sens numérique du terme. C'est l'identification, c'est qui est derrière la chaise. Donc c'est qui? C'est un État qui va attaquer. Ça peut être une mafia. Ça peut être un privé, genre le tocard avec son hoodies là, dans sa chambre de bonne. Bon, ça, il n'y en a plus beaucoup, mais c'est encore l'image qu'ont beaucoup de gens. Et aujourd'hui, le pire, c'est le problème, c'est les corsaires. C'est-à-dire les mafias qui sont soit volontaires, soit réquisitionnés. On sait que ça marche comme ça en Russie. On est assez documenté là-dessus. C'est à un moment où vous avez le FSB ou le SRV, qui est le service de renseignement extérieur, qui arrive, qui tape sur l'épaule d'une bande de hackers, qui dit « Les gars, on vous a laissé faire votre pognon hors territoire de Russie. Mais maintenant, il va falloir bosser pour nous. Juste une opération. » Et en fait, il y a un deal qui est tout à fait connu, principalement en Russie, où les mafias, à un moment, se font réquisitionner par les siloviki, c'est les services de force, enfin, les forces de l'ordre, entre guillemets, russes, pour mener des attaques pour eux. Donc, si on ne sait pas d'où ça vient, et en plus, derrière, on ne sait pas à quel titre, ni qui est véritablement derrière l'ordi. Parce qu'à un moment, il faut bien savoir qui. Et le troisième problème, c'est qu'ensuite, cette attribution, cette notion officielle d'attribution, elle ne peut pas être technique, donc elle est soit politique, soit judiciaire. Politique, les politiques disent ce qu'ils veulent, donc l'ANSSI, par exemple, ne prend jamais de décision d'attribution, c'est toujours au niveau ministère de la Défense ou présidence de la République. Et sinon, en judiciaire, comme on ne sait pas qui est derrière, il ne se passe rien, et on ne sait jamais. Donc c'est mieux. Juste un aparté pour vous, si vous souhaitez creuser toutes ces histoires de cybersécurité, moi, depuis 4-5 ans, ma formation professionnelle, c'est les podcasts, c'est No Limites Sécu. Bon, j'ai maintenant la chance d'y participer, mais quand je veux comprendre ce qui se passe, j'essaie de trouver un épisode No Limites Sécu, c'est encore ce qu'il y a de plus compréhensible pour moi, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est gratuit, c'est accessible sur absolument toutes les plateformes. Bon, je ne comprends pas tout ce qu'ils disent, mais ils sont un peu tech quand même de temps en temps. Mais c'est marrant. Tout ça pour vous amener à cette notion de droit pénal. Je pense que la slide est assez parlante pour ça. Dans la nef des fous, il y a un vilain Premier ministre qui va facilement en prison, qui est une sorte d'is no good, donc qui se fait punir. Alors, le problème du droit pénal, c'est que si on parle de cyberattaque, pour en parler de manière un peu sympa, c'est une cyberattaque, ça sert à faire quoi? J'ai essayé de vous lister, là, sur la partie droite de la slide, vous avez espionnage, c'est l'espionnage d'État ou l'espionnage industriel, ça marche très très bien. Il y a 3-4 ans, il y avait 2 sites qui étaient très privilégiés par les hackers. C'était des cabinets d'architectes, parce que comme ça, ils récupéraient les plans des immeubles, des bâtiments industriels. Comme ils avaient tous les plans, ils rentraient plus facilement. Et l'autre site privilégié, c'était les cabinets d'avocats qui faisaient du contentieux. Comme ça, ils revendaient les pièces d'une partie à la partie adverse. Très bien, je ne fais plus de contentieux, donc je vais voler tous les contrats au pire, donc la vie est belle. Mais bon, c'est vrai, c'est la vraie vie, c'est super. Puis plus mes excellents confrères sont dans des gros cabinets, plus ils sont mauvais sur ce domaine-là, donc ça nous permet de rigoler un peu. Bref, small is beautiful. Luton.
Donc, l'espionnage, bon, ça, c'est bien connu. Après, vous avez toute la mécanique, et je vais vous montrer juste un truc ou deux. Tout ce qui est chantage, extorsion, hein, ça va être toute la partie crypto-locker, tous les films, vous avez été filmé en train de, voilà, l'amende forfaitaire, c'est 10 000 euros, machin. Donc, ça, c'est. Puis à titre individuel, à titre collectif, les entreprises, tout le monde y passe, donc c'est très bien, ça marche très, très bien. Après, il y a tout ce qui est vol, escroquerie, organisé très bien. Les arnaques au président, bah, c'est ça. Le cyber devient juste un vecteur, une nouvelle manière de faire des délits et des crimes très traditionnels. Donc, au bout du jour, c'est sympa. Donc, tout ce qui est concurrence déloyale, bien sûr, atteinte à la réputation. Là, aujourd'hui, sur la partie je profite d'avoir récupéré des datas, c'est tout le problème des leaks qu'on a quand même depuis Snowden, même s'il a révélé des choses intéressantes, ça va être je dénonce. Voilà, et en France, d'ailleurs, on a une nouvelle loi pénale, j'ai pas eu le temps de commenter depuis le mois d'août, sur le doxing. Donc, c'est le fait de dévoiler des informations personnelles sur les gens dans le but de nuire. La France a un nouvel article dans le code pénal. Et vous voyez, on en vient à cette notion de nuire. Donc, nuire d'une manière ou d'une autre. Et le pire, en fait, et c'est là où les entreprises, principalement, s'en rendent pas compte, c'est s'entraider. Et s'entraider, ça veut dire quoi? On sait que depuis 5-10 ans, il y a des logiciels qui se baladent, notamment sur les réseaux électriques et sur les systèmes d'information qui pilotent les réseaux électriques aux États-Unis, en Russie, en France. On a une attaque des éoliennes qui a été détectée par GRDF. Et en fait, il y a aussi un but de guerre derrière, c'est je prépositionne, non pas des troupes, mais je prépositionne les outils cyber et le jour où ça va pas bien, j'active le malware et je fais sauter, par exemple, le fonctionnement d'un système électrique ou d'un réseau électrique. Voilà. Donc, la palette, elle est assez large. Et derrière, en fait, la réaction pénale, je vais vous parler de la France, hein, puisque tout ce qui est législation pénale, c'est État par État. Hein. On n'a vraiment rien en commun, les 27 États membres. Ce n'est pas dans la mission de l'UE de faire du pénal. Donc, on reste à un niveau extrêmement national. Et vous voyez, en fait, il n'y a pas tant de lois que ça. Et je vais juste vous en montrer une qui est la loi Godefroy, quand même, qui est la grosse loi qui date de 88, quand même. Hein. Donc, c'est une loi qui a presque 30 ans, qui a été un peu remise au goût du jour. Voilà, enfin, si vous bossez un peu dans ce milieu-là, vous allez vite entendre parler de 323.1 à 323.3-1 du Code pénal. Eh bien, c'est ça, c'est... Pardon, pour ceux qui seront en ligne, ils verront peut-être mieux la slide. En haut, c'est accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, un STAD, système de traitement automatisé de données. Donc ça, c'est l'expression de 88. Aujourd'hui, on dirait système d'information, hein, dans les textes les plus récents. Mais bon, c'est le code pénal, donc on ne va pas le réécrire tout le temps. Donc vous avez accès, maintien frauduleux, suppression, modification des données, entraver, fausser le fonctionnement, introduire frauduleusement des données, détenir, maintenir, transmettre, supprimer, modifier frauduleusement les données. Frauduleusement, ça veut dire contre votre gré. Hein. C'est-à-dire que, non, mais ça vous fait marrer, mais si vous faites des pen tests sous contrat, ben, si vous avez bien mis votre périmètre dans votre contrat, c'est plus frauduleusement. Et dès que vous allez sortir du périmètre de vos pen tests, là, vous retombez dans le frauduleusement. Et là, c'est pénal. Et si c'est pénal, ça veut dire que dans votre contrat, vous ne limitez pas votre responsabilité. Donc, si vous causez un énorme dommage et que vous avez mis une petite clause, ma spécialité, les clauses limitatives de responsabilité, je suis très pro-prestataire, et ben votre clause, vous la taillez en pointe et vous la mettez dans l'oreille, il ne se passera rien. Vous paierez la totale. Donc, ça ne rigole plus du tout. À partir du moment où vous avez la sanction pénale, ça ne rigole plus. Mais le vrai problème, c'est que comme on n'identifie pas les auteurs de ces cyberattaques, ben, il n'y a pas de jurisprudence. Enfin, il y en a très, très peu. Quand on a une décision qui tombe, je ne vous ai même pas mis les jurisprudences, c'est mes excellents confrères qui plaident pour dire « Ah oui, mais un ordinateur, ce n'est pas un système d'information. » Et on attend 5 ans, la Cour de casse dit un ordinateur et ses logiciels, c'est un système d'information. Un site web, c'est un système d'information. Une base de données avec accès restreint sur login password, c'est un système d'information. Donc c'est ça la jurisprudence. C'est pas de la jurisprudence sur qu'est-ce que c'est qu'une attaque, est-ce que je me maintiens, est-ce que je vais copier machin. Donc on a très peu de jurisprudence. Donc ça veut dire que ça marche pas. En clair, c'est une réaction pénale qui marche pas. Alors juste un éclairage. Donc ça c'est la partie je m'en prends à l'attaquant pour son délit technique. Donc, partie 323, 323.3. L'autre partie, c'est, bah, tiens, l'attaquant, il a cryptoloqué un système d'information, il a mis un ransomware, un rançongiciel, pardon, pour les plus francophones. Et ben, c'est quoi un rançongiciel? C'est si tu ne payes pas, ben,
tu ne peux pas te servir de ton système d'information parce que j'ai tout chiffré. Voilà. Et ça s'appelle en droit pénal. Bon, nous, on appelle ça du chantage dans la vie courante, mais ça s'appelle en droit pénal de l'extorsion. Et regardez, hein, c'est une littérature vraiment délicieuse. Le fait d'obtenir par violence, menace de violence ou contrainte la remise de fonds, de valeur ou d'un bien quelconque, renonciation, révélation d'un secret, patati patata. Ben, c'est ça. Voilà. Un crypto-locker, c'est si tu ne payes pas, tu payes pour la remise de fonds et puis voilà. Et puis je ne te révélerai pas de secret. Et le problème, alors la réponse pénale est absolument magnifique, vous voyez, ça, il s'est masqué parce que ça doit être le bourreau, on ne sait pas trop. En bande organisée, quand même, dès que ça va être une équipe, 20 ans de tôle et 150 000 d'amende. Ce n'est pas l'amende qui est importante, là, c'est la partie tôle, parce que là, les juges, ils sont assez généreux quand ils attrapent les gens. Et le problème, c'est qu'on ne les attrape jamais. Et j'ai trouvé donc, des condamnations, il n'y en a quasiment pas. En plus, ils ne sont pas en France. Quand ils ne sont pas en France, qu'on les trouve, il faut les extrader. Enfin, donc c'est un truc, ça ne marche pas. La réponse pénale n'est pas efficace. Et la seule jurisprudence que j'ai trouvée, qui est toute récente, 30 juin 2021, vous voyez, alors le type, je vais vous montrer juste en une slide, atteinte à un système de traitement automatisé de données, collecte frauduleuse de données personnelles, extorsion. Alors lui, c'est la totale, mais pas de bol, c'était salarié d'une entreprise et avant de se barrer, il avait laissé un petit cadeau dans le système d'information avec un petit malware et une backdoor, une porte dérobée, espèce d'abruti. Et 2 ans après, il a activé le tout et il aurait réclamé 1 million de bitcoin, en bitcoin. Donc, il pouvait se rêver des genoux. Et à la place, il a pris 10 000 euros d'amende et 6 mois avec sursis. Ce qui n'est pas très cher payé pour ce qu'il avait fait. Mais la jurisprudence, c'est pour un type qu'on a identifié. C'était l'ancien DSI de l'entreprise. 10 ans. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait comme cadeau en partant et au bout de 3 ans, il est actif. Donc, OK, on a une jurisprudence, mais pour un salarié. Donc, les autres, la plupart des attaques viennent de tiers, de gens à l'extérieur. Donc, la réponse pénale ne marche pas. Et en fait, aujourd'hui, si vous voulez comprendre comment marche ce que je vais vous montrer maintenant, c'est que les autorités nationales, les systèmes judiciaires, même l'Union européenne, ils ont compris et ils se sont dit, OK, on ne peut pas s'en prendre aux attaquants, donc on va réprimer les attaqués négligents. C'est extraordinaire, il faut trouver quelqu'un qui paye. Si on ne peut pas attaquer celui qui attaque, eh ben on va aller attaquer celui qui ne se défend pas bien. Et c'est toute cette notion qui est vraiment centrale dans toute la législation européenne, c'est le RGPD notamment, puisqu'on oblige les gens qui ont des données à caractère personnel à faire de la sécurité, parce qu'on sait sinon ils vont se faire attaquer. Donc on les contraint eux et on va les sanctionner, ce que je vais vous montrer dans un instant. Juste avant, je vais vous faire un petit mot sur malware et un petit mot sur vulnérabilité. Alors malware. Le malware, conceptuellement pour nous les juristes, c'est un logiciel. Voilà, c'est rien d'autre. Donc c'est un logiciel, un programme d'ordinateur, nous disent les directives européennes. Et la particularité de ce programme d'ordinateur, c'est qu'on ne sait pas qui en est l'éditeur et il est installé de manière illégitime dans le système d'information. C'est les 2 critères qui vont nous permettre à nous juristes d'aller faire des clauses qui tiennent à peu près la route derrière. Et c'est bien sûr toujours installé via les vulnes ou en tout cas un accès non autorisé dans un système d'information, celui du client. Et le problème qu'on a, nous, juristes, c'est que des définitions légales de malware, on n'en a pas, nulle part. Les définitions de la jurisprudence, il n'y en a pas. Vous l'appelez malware, logiciel malveillant, vous l'appelez comme cheval de Troie, ver, voilà, on n'a rien. J'ai été regarder donc, dans les... pour essayer d'être pertinent ce soir, donc, le public de l'EG est un public exigeant. J'ai été regarder dans les directives européennes, notamment le projet de directive Nice 2, qui est sorti il y a... C'était le 16 décembre dernier, le 16 décembre 2020. Eh bien, il n'y a pas un mot sur malware. On vous parle d'actions illicites ou malveillantes, d'acteurs malveillants, c'est très chic, actions illégales ou malveillantes, mais malware, tout ça, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien dans les textes légaux. Et en France, bien sûr, non plus. Alors voilà, là, ce que je vous propose, c'est ce qu'on écrit aujourd'hui. Là, voilà, c'est une clause d'un contrat d'octobre 2020, donc ça reste assez pertinent. Et c'est un contrat d'ailleurs qui avait été rédigé par une banque. Et ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est ce qu'on a supprimé qui ne servait à rien. Une fois qu'on a parlé de logiciels, de systèmes d'information et de données, et les fichiers, les bases de données, ça ne sert à rien. Et par contre, ce qu'on a fait rajouter, ça a été accepté par la banque en question, c'est un logiciel d'un éditeur tiers inconnu. Donc, on vient de dire, ce n'est pas moi. Quand je suis prestataire, ce n'est pas moi qui l'ai mis exprès dans mon truc, c'est un tiers inconnu.
et c'est exploité de manière illégitime également par un tiers. Si c'est par un salarié, de toute façon, ce sera la responsabilité soit du prestataire, soit du client. Donc le salarié, lui, il risque pas grand-chose. Et on essaie de se référer toujours pour ça à cette notion de système d'information. Système d'information défini matériel, logiciel, data, c'est-à-dire la totale, y compris d'ailleurs le service SaaS qui est rendu à distance. Mais je ne m'étendrai pas là-dessus aujourd'hui. Je vous le fais un peu vite, mais c'est juste histoire de vous montrer 2-3 jurisprudences et de vous montrer comment ça monte un peu en puissance. Maintenant, on va passer à vulnérabilité. Et vulnérabilité, en fait, c'est encore pire parce qu'on a en France, c'est magnifique, on a 2 textes légaux que je ne vous détaille pas. Le premier, il vient de la loi République numérique de 2016. C'était une dérogation spéciale pour aller dénoncer des vulnérabilités à l'ANSSI. Et ensuite, on a dans la loi de programmation militaire de 2018, dont je vous recommande la lecture. Alors, comment dire, c'est vraiment si vous avez une grosse insomnie, hein, parce que c'est un peu sévère à lire, c'est pas très drôle. On y trouve plein de choses intéressantes, mais c'est pas du Mozart. Hein, voilà, bref, on a 2 textes où il y a écrit le mot vulnérabilité, mais on ne nous dit pas ce que c'est. Donc, ça nous fait un peu une belle jambe, nous les juristes. Donc, vous voyez ce personnage de la Grande Armée, là, ce soldat du 2e régiment de chasseurs à cheval de la Grande Armée qui pleure. On n'a pas de définition légale. Alors, dans ce genre de cas, nous juristes, on va voir quoi? On va voir sur le site de l'ANSSI. Et en fait, la définition, elle est assez intéressante. Dans le site de l'ANSSI, ce n'est pas vraiment une définition légale, mais enfin, c'est pas mal. C'est en fait, vous voyez que ça tape super large pour ce que c'est qu'une vulnérabilité. C'est dès qu'on va avoir un problème de spécification, conception, réalisation, installation ou configuration d'un système ou dans sa façon de l'utiliser. En clair, un logiciel qui permet de faire de la sécurité qui est utilisé par une entreprise qui ne change pas le mot de passe admin de base qui est 0000, c'est une vulnérabilité. Et ça, arriver à définir ça, ce n'est pas facile. Donc, plutôt que de réinventer la route, donc on n'a pas de définition légale, donc il est toujours derrière les barreaux avec sa spirale qui hypnotise. Et bien, qu'est-ce qu'on fait, nous, juristes? On est obligé, par exemple, de reposer une définition contractuelle qui fait donc systématiquement l'objet de négociations. Et quand on négocie avec les banques, et que les banques, qui sont les gros rédacteurs de ce genre de clause, c'est toujours difficile de convaincre une banque qu'en fait, leur clause est mal foutue. Voilà, c'est un défaut. En fait, ce qu'il faut retenir de une faille, une faiblesse, un défaut. Là, on s'en fout. Mais intentionnellement ou accidentellement exploité par un tiers. Une fois que vous avez posé ça, vous touchez bien à la sécurité ou au fonctionnement normal du système d'information. Là, vous avez défini ce que c'est que la vulne. Mais c'est super large. Et le prestataire qui va signer, là, je crois que c'était un contrat, c'est une licence on-premises sur site, mais même dans les contrats SaaS, ça marche de la même manière. Vous voyez qu'aujourd'hui, les définitions, en termes de business et de la responsabilité qui va aller derrière, sont extrêmement larges. Et aujourd'hui, dans le concept, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, dans la partie maintenance, qu'on soit en logiciel avec licence sur site, machin, ou en mode SaaS, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit, toi, éditeur, quand tu vas faire ta correction de bugs, ta détection de malware et de vulnérabilité, voilà, tu es en détection, tu vas modifier tes sources, tu compiles, tu refournis un binaire et tu pars dans ce mouvement permanent et tu fais de la mise à jour et tu fais de la détection. Et aujourd'hui, l'état de l'art, en termes de business, c'est ça. Voilà, avec la même chose, mais écrit de manière joyeuse à la juriste. Vous voyez, en l'état de l'art, et vous allez voir pourquoi c'est écrit comme ça, je vais vous montrer ce que c'est que l'état de l'art juridiquement aujourd'hui. Ah, on est déconnecté. Moi, je ne touche à rien là. On est tout. C'est pas moi. Pas de souci. Vous voyez, la partie état de l'art, c'est je vais détecter malware et vulnérabilité connu. Stuxnet, c'était inconnu. Ils ont mis 3 ans à le détecter, donc on ne peut pas s'engager, même quand on est un pro de l'informatique. Ah oui, mais expliquez ça à un juriste d'une banque. Eux, ils veulent des garanties, des obligations de résultat. Donc, il y a le Père Noël, le 25 décembre, qui est bien pour ça. Et il y a la détection de 100% des malwares et des vulnérabilités. Donc, on insiste beaucoup sur cette notion d'état de l'art, approprié, machin, et inconnu en l'état de l'art, dans le cadre d'une simple obligation de moyens, sans être tenu de respecter les SLA. C'est-à-dire que globalement, je me fais poney, il se passe un truc, si vraiment ça n'a pas été détecté, que c'est un truc nouveau, je vais faire le maximum. Et je vais vous montrer ensuite comment ça finit dans les contrats en termes de matrice de responsabilité. Donc, négligence et état de l'art.
Négligence, négligence, négligence. Négligence, négligence. C'est quoi une négligence en droit? Mais en fait, on va partir d'une définition. Je remercie encore l'ANSSI pour ce document merveilleux qui est le référentiel PVID du mois de mars 2021. Donc, c'est tout récent. Vous avez dedans une définition de ce que c'est que l'état de l'art. Moi, je vois une définition intelligente qui est écrite par l'ANSSI dans un référentiel 2021. J'ai mis ça dans tous mes contrats. Ensemble des bonnes pratiques techno et documents de référence relatifs à la sécurité des systèmes d'information. Voilà, c'est ça l'état de l'art. Donc, globalement, si vous êtes un professionnel de la sécurité des systèmes d'information, que vous soyez tech ou juriste, eh ben, l'état de l'art, c'est de vous tenir à jour sur tout ce qui sort. Et si vous ne tenez pas à jour, eh ben, vous n'êtes pas à l'état de l'art, donc vous êtes négligent. C'est aussi bête que ça. Donc, l'autorité de contrôle, alors vous avez d'un côté l'ANSSI, bien sûr, pour la partie vraiment technique, et la partie CNIL derrière, parce que dès que vous allez faire du login password, vous allez gérer des habilitations, vous allez gérer des profils, donc vous gérez de la donnée personnelle. Donc, à tous les coups, vous allez tomber sous le double, les doubles, pas juridiction, enfin si, juridiction aussi, mais réglementation, ANSSI et CNIL. Et pour vous le faire en très simple, vous voyez les deux gars qui se battent au sabre, hein, on a un peu arrêté aujourd'hui, vous prenez un contrôle de l'un ou de l'autre, décision de condamnation, l'appel, ça va devant le Conseil d'État, et pour ceux qui ont un peu de pognon, quand on est en données personnelles, on peut aller voir la Cour de justice de l'Union européenne, mais j'insiste pas. Enfin, globalement, c'est de la procédure administrative. Bon, là, c'est le meilleur. Quand j'annonce qu'il y a de la jurisprudence sur la vulnérabilité, des vulnérabilités des cyberattaques. Alors, je ne vais pas vous faire le texte hein, des références, vous les aurez sur mon blog sans problème, puis vous les trouverez assez bien. Vous voyez qu'on a une première décision de condamnation pour une vulnérabilité. C'est écrit dans une délibération de la CNIL de 2017. Voilà, ça commence. 40 000. Ça va. Vous voyez, les autres, c'est des mesures de sécurité, un avertissement, 25, 15 000. On est en 2017. 2018, alors là, c'est magnifique. C'était un service de vidéo en ligne, bref, dont on taira le nom puisqu'on n'a plus le droit de le dire. Alors, non seulement ils se sont fait cyberattaquer, ils ont eu quand même 82 millions de comptes qui ont fuité avec les données personnelles derrière, et en plus, ils se sont fait condamner par la CNIL. Donc, on appelle ça le double effet qui se coule. On était en 2018. Et c'était une cyberattaque organisée, ils étaient visés, tout le monde le savait, mais comme c'était l'année d'entrée en vigueur du RGPD, ça n'intéressait personne. Voilà, vous voyez la date de la condamnation, 24 juillet 2018, le 25 mai 2018, la moitié de l'Europe avait débranché le cerveau parce que le RGPD, et pendant ce temps-là, les cyberattaques, bien sûr, ont continué. Pour le faire rapide, toujours, décembre 2018, alors, c'est la société c'est des Américains qui vous transportent agréablement dans le monde entier, je vais se trouver. Alors eux, c'était une cyberattaque aux US. Ils s'étaient fait piller les comptes clients des clients du monde entier. Hein, donc il y avait des clients français qui se sont fait condamner en France, en Angleterre, aux Pays-Bas et aux US. Bah, pour une cyberattaque, ils en ont pris pour 400 000, vraiment pour le motif de la cyberattaque. Ensuite, on a une nouvelle décision en mai 2019 fondée sur des vulnérabilités. La vulnérabilité, c'était magnifique. Il y avait des comptes d'administrateurs en fait, qui étaient partagés. Il y avait des mots de passe en clair dans le code source qui avaient fuité publiquement. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc, eux, ils en ont pris pour 400 000. Ça fait toujours plaisir. Et les dernières décisions de condamnation, c'est... Parce que là, j'ai le droit de mettre le nom encore. C'est 2 ans en général pour avoir le droit de mettre le nom. Carrefour France. Oh, ils avaient tout fait. Alors. Ils avaient pris une cyberattaque, ils ne l'avaient pas notifié. Il y avait des vulnérabilités, ils n'avaient rien fait. Boum, 2,2 millions. Ben voilà, ça commence à le faire. Le même jour, il y avait Carrefour Banque qui avait pris également un peu de pognon pour une histoire de cookies qui n'était pas conforme. Ben, c'était la fête au village de Carrefour au mois de novembre 2020. C'était il y a juste un an. C'est assez marrant. Voilà, et je vais terminer, pour ne pas vous assommer avec toutes ces considérations juridico-techniques, avec la pratique des contrats B2B aujourd'hui, en 2020. Comment on fait? Comment on va organiser ça? En fait, depuis que moi, je fais ce métier et que j'écris des contrats logiciels, tout ça, on parlait toujours de bugs. Ça, depuis le début, on corrige la maintenance avec quand même le système extraordinaire
inventé par les Américains, qui est je te donne rien. Je te fais payer une licence de logiciel et puis je t'en rajoute 15% par an. Hein, ça, c'est pour la maintenance. Donc, au bout de 5 ans, tu as payé le logiciel une deuxième fois et en plus, tu m'as payé pour que je corrige mon logiciel qui était plein de trous. C'est extraordinaire, cette industrie, que j'aime beaucoup, donc qui me nourrit depuis des années, et dont je ne dévoilerai pas tous les secrets inavouables, mais quand même, c'est pas mal. Bref, et on ne parlait jamais de sécurité. C'est vraiment un truc qui est apparu dans les contrats vraiment de manière un peu ferme après 2017, quand il y a eu NotPetya, les ransomware, tout ça. Là, on a commencé à parler de services SaaS, qui était quand même un truc qui se commercialisait bien, et on a commencé à dire « Ah, il faudrait chercher des malwares et des vulnérabilités dans le service SaaS ». Donc, on allait cantonner la responsabilité et la recherche vraiment au niveau du service du prestataire, et on n'allait pas au-delà. Et la deuxième étape, enfin la deuxième et dernière étape, puisque maintenant, ça commence à devenir une vraie habitude, c'est que non seulement le service SaaS doit faire l'objet de détection de vulnérabilité, détection de malware, correction, mise à jour, blablabla, mais en même temps, c'est les systèmes d'information qui permettent de rendre le service ou le système d'information destinataire du service. Et là, c'est pareil, c'est détection en continu des vulnes, détection et correction, patch, hotfix, mise à jour, et je vous passe tout le vocabulaire du truc machin. Et je suis arrivé là. C'était impeccable. Hein. C'était impeccable. Une brève conclusion, mais il y a un truc, je pense, qui pourra vous être utile aujourd'hui. Bon, ça c'est juste pour vous rappeler donc l'équation cyberattaque, c'est malware, vulnérabilité. Bon, là, ok, ça se fait. Même les juristes de banque, ça y est, ça commence à rentrer. J'aime les juristes de banque. Pour ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Voilà, en fait, c'est ça que je voulais vous montrer. Aujourd'hui, dans les contrats, la manière dont on va l'écrire, c'est que toi, prestataire, si tu es face à un malware qui est connu, c'est ta responsabilité à toi. Une vulnérabilité connue, publiée, certifiée, patch public officiel d'un éditeur, quel qu'il soit, à partir du moment où c'est public, c'est de la responsabilité du prestataire. Par contre, dès qu'on va taper dans les bugs inconnus, ça c'est le problème du prestataire, mais ou prestataire-éditeur, mais dès qu'on va être dans le malware inconnu, dans la vulnérabilité inconnue, non publiée, nouvelle, vous l'appelez comme vous voulez, là, dans le contrat, si votre contrat il est bien fait, vous dites, c'est pour ta pomme, cher client. Si c'est inconnu, moi j'étais à l'état de l'art, vous avez ça qui revient, je suis à l'état de l'art, j'ai fait le job. Je ne peux pas prendre la responsabilité d'un truc inconnu. Et vu l'ampleur des phénomènes des cyberattaques aujourd'hui, de toute façon, ceux qui prennent les responsabilités supplémentaires sont soit des idiots, soit des candidats au suicide. Et comme on le disait il y a longtemps, tant pis pour les victimes, il en faut. Et après, vraiment, là, je m'arrête. C'est une phrase d'un camarade avec qui j'ai fait le GE l'année dernière, qui était à l'ANSSI. Voilà, la question n'est pas de savoir si vous allez vous faire cyberattaquer, mais la question est bien de savoir quand. C'est juste un chiffre que j'ai lu assez récemment. L'argent que représentent les rançons générées par les cryptolockers et autres est plus important que réunir le pognon de la drogue et le pognon de la prostitution. Donc, si vous avez à investir avec peu de matériel, un peu de jus de cerveau pour gagner beaucoup d'oseille, faites des cyberattaques. Et comme la sécurité est un échec, c'est le bazar. Voilà. Donc, voilà, ça nous a épuisé. Je vous remercie. Et pardon d'avoir été un peu rapide, mais je réponds à vos questions. Toutes ces slides sont en ligne sur Technique et droit du numérique. Vous les avez à disposition. Je réponds à vos questions. Merci beaucoup. Je vous propose de l'applaudir pour cette